Dans cette capsule, nous allons voir les effets des facteurs physico-chimiques sur l'activité enzymatique. Donc nous allons commencer par voir les effets de la température et ensuite on verra les effets du pH sur l'activité enzymatique. Alors la température a effectivement des effets sur la structure des protéines. Les enzymes sont des protéines et donc lorsque la température augmente, elle déstabilise les protéines et donc ça peut avoir un effet sur l'activité enzymatique. La température va également, quand elle augmente, augmenter l'agitation moléculaire et donc déstabiliser comme ça le complexe ES. Et enfin, la température peut participer à l'état d'ionisation, donc des acides aminés dans le site actif. Alors lorsqu'on regarde effectivement les effets de la température sur la vitesse de réaction, on peut distinguer deux phases. On pourrait distinguer une courbe d'activation qui, à chaque fois que la température augmente, eh bien, la vitesse augmente de façon exponentielle. Et on peut déterminer une phase de dénaturation, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine température, eh bien, l'activité, la vitesse de la réaction chute très rapidement. La résultante de ces deux courbes permet donc un petit peu de déterminer un pic qui correspond finalement au croisement de ces deux courbes, la courbe d'activation et la courbe d'inactivation. Et au sommet donc de cette résultante, on va pouvoir déterminer la température optimale de l'enzyme, c'est-à-dire la température pour laquelle l'activité de l'enzyme sera maximale. Si on se concentre un petit peu sur la courbe d'activation, on remarque qu'il s'agit donc effectivement d'une exponentielle. Dans les zones de température qui sont les plus basses, eh bien la vitesse de réaction va augmenter avec la température et ce de façon exponentielle. L'élévation de la température en fait va augmenter et va provoquer une baisse de la constante d'équilibre de la réaction E plus S donne ES. Autrement dit, le complexe ES va tendre à se dissocier plus facilement sous l'effet en fait de l'agitation moléculaire qui augmente parce que la température augmente. Alors cette relation qui existe entre la vitesse de réaction et la température peut être modélisée mathématiquement selon une relation semi-empirique établie par Arrhenius qui indique que K est égal à A fois exponentielle moins EA sur RT. Alors K0 est le coefficient catalytique, A correspond au coefficient de fréquence, ces deux coefficients sont exprimés en seconde moins 1, R correspond à la constante des gaz parfaits, T correspond à la température qui doit être exprimée en Kelvin. Et enfin, l'énergie d'activation, EA, doit être exprimée en joules par mol moins 1, joules par mol. Alors en réalité, c'est l'intérêt de cette relation semi-empirique d'Arrhenius est justement de déterminer cette énergie d'activation. Alors si on réalise les expériences de l'influence de la température sur l'activité enzymatique en se plaçant à des concentrations saturantes en substrat. Dans ces cas-là, nous allons obtenir donc des vitesses initiales qui correspondront à des Vmax. Je vous rappelle que la vitesse initiale correspond à K0 fois ET, donc à saturation. Dans ces cas-là, si on remplace le K0 par A exponentielle moins EA sur RT, eh bien, on va pouvoir du coup en déduire que la vitesse sera égale à A fois exponentielle moins EA sur RT fois l'enzyme totale à saturation. Du coup, si l'on pose K est égal à A, c'est-à-dire notre constante, fois la concentration en enzyme totale, on va arriver à donc une relation qui correspondra à VI égale à K fois exponentielle moins EA sur RT. Et cela toujours à saturation. Alors, si on reprend cette relation, VI est égal à K exponentielle moins EA sur RT, eh bien on constate qu'il s'agit d'une exponentielle qui relie donc la vitesse initiale à la température. Alors on peut essayer de linéariser tout ça, donc en passant en logarithme, et du coup on aura le logarithme népérien, donc VI de VI, sera égal au ln de K moins EA sur RT. Alors si on remanie un petit peu cette relation, eh bien on retombe sur l'équation d'une droite telle que donc on aura une pente qui sera de moins EA sur R et l'ordonnée à l'origine qui correspondra à ln de K.
Donc du coup, si on trace VI, ln de VI en fonction de 1 sur T, eh bien on va avoir donc une droite, donc de pente négative, de telle sorte que la pente sera donc du coup égale à moins EA sur R et l'ordonnée à l'origine ln de K. Alors cette linéarisation n'est valable que si la dénaturation thermique est négligeable pendant le temps de la manipulation. Alors en effet, je parle de dénaturation thermique. Alors on va réaliser donc une étude à une température proche de la température optimale, mais qui la dépasse un petit peu, c'est-à-dire à une température pour laquelle la dénaturation commence pour l'enzyme. On va placer donc une série de tubes dans un bain-marie avec l'enzyme en question à une température de dénaturation, mais pendant un temps qui sera bien déterminé et précis. Une fois ce tube, cette enzyme placé à la température de dénaturation pendant un temps bien déterminé, on bascule ce tube dans un bain de glace pour stopper la dénaturation. Autrement dit, ce tube contiendra donc du coup une enzyme résiduelle, celle qui va rester, celle qui ne sera pas dénaturée. Et à partir donc de tous ces tubes, on va pouvoir réaliser des cinétiques à une concentration saturante en substrat. Et on va pouvoir mesurer donc des vitesses initiales maximales à une température optimale en comparaison avec un tube contenant l'enzyme qui n'a pas été dénaturé, en tout cas qui n'a pas été soumis à la dénaturation à la température d'étude. Alors dans ce cas-là, on réalise ce qu'on appelle une cinétique de dénaturation. Cette cinétique de dénaturation suit une loi telle que le logarithme de l'absorbance divisé par l'absorbance 0 est égal à moins K inhibition fois T. Alors, A correspondrait du coup à l'activité résiduelle après l'exposition pendant une durée T à la température d'étude. A0 correspond à l'activité de l'enzyme qui n'a pas été exposée. La constante K inhibition est une constante de vitesse de la réaction d'inactivation. Et le temps n' qui correspondrait finalement à la valeur que je vais obtenir lorsque je choisis donc sur la courbe ln de 2, je vais obtenir donc du coup tout simplement la demi-vie ou le temps de demi-dénaturation de l'enzyme. Alors si je trace le logarithme népérien de A sur A0 en fonction de la durée d'exposition, je vais effectivement obtenir une pente négative dont la pente correspondra donc à moins la constante de vitesse de la réaction d'inactivation. Alors en enzymologie, on détermine ce qu'on appelle le Q10. Alors le Q10 correspond au coefficient d'augmentation de l'activité quand la température d'incubation augmente de 10 degrés. Alors évidemment, ici, il faut se placer dans la partie cinétique d'activation. En général, le Q10 en enzymologie est proche de 2 dans les domaines de température où la dénaturation de l'enzyme n'interfère pas, comme je vous l'ai dit. Alors pour terminer avec l'effet de la température sur l'activité enzymatique, alors on peut observer sur ce graphique que la plupart des enzymes que vous avez dans les cellules de l'organisme, les enzymes humaines, ont une température optimale qui est de l'ordre de 37 degrés. Mais il existe des enzymes qui présentent des températures optimales qui sont beaucoup plus élevées. C'est le cas de certaines enzymes de bactéries qui sont thermophiles. C'est le cas par exemple de la Taq polymérase, qui est une enzyme qu'on utilise en biologie moléculaire pour réaliser des PCR. Eh bien, ce type d'enzyme présente des températures optimales qui sont très élevées. Alors pour l'effet du pH sur l'activité enzymatique, on peut distinguer pour chaque enzyme un pH optimal qui lui est caractéristique. Alors on distingue en fait un pH d'arrêt, c'est un pH pour lequel l'activité enzymatique est complètement arrêtée, et on distingue un pH optimal qui correspond au pH pour lequel l'activité enzymatique sera la meilleure. Selon le type de pH optimum, on peut distinguer des enzymes qui sont plutôt acides, comme par exemple les enzymes que vous pouvez trouver dans l'estomac, par exemple, la pepsine, qui fonctionne à pH acide. Et puis vous avez des pH, des enzymes qui fonctionnent à pH neutre, comme la papaïne,
Et puis enfin, vous avez des enzymes qui fonctionnent à pH basique, comme par exemple la cholinestérase. Donc voilà, si on essaie de placer un petit peu des enzymes en fonction donc du pH, eh bien voilà, on a des enzymes qui présentent une activité plutôt à pH acide comme la pepsine, et puis des enzymes qui fonctionnent plutôt à pH basique comme la trypsine, et puis vous avez des enzymes qui fonctionnent plutôt à pH neutre comme l'amylase par exemple. Et je vous ai placé ici les pH d'arrêt. Donc vous voyez qu'en fait pour chaque enzyme, j'ai un pH d'arrêt qui correspond au pH à partir duquel commence à apparaître l'activité, et un pH d'arrêt à partir duquel, eh ben, ma foi, il n'y a plus du tout d'activité. Alors si on prend les enzymes qui présentent un pH optimum aux alentours de 7, hein, neutre, bon, typiquement elles ont une activité qui oscille entre pH 5 et pH neutre. Donc en fait, le pH va influencer à plusieurs niveaux. Elle peut influencer au niveau de la liaison du substrat au niveau du site actif, au niveau de l'activité catalytique de l'enzyme, au niveau de l'état d'ionisation du substrat et au niveau de la stabilité structurale de la protéine. Les effets du pH se font sentir notamment au niveau de l'état d'ionisation du substrat, mais également les acides aminés qui sont responsables de la fixation du substrat au niveau du site actif, mais également au niveau des acides aminés qui sont impliqués dans la catalyse enzymatique au niveau du site actif.